Bien le bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Je pars pour faire un deuxième épisode sur le lexique du producteur. L'année dernière, j'avais sorti le premier épisode. Le concept, c'est quoi ? Je prends donc des termes, des mots, du vocabulaire propre à la production musicale, mais à la musique même en général. Et je t'en donne la définition, je t'explique en gros ce que c'est. Voilà, c'est quand même bien utile si tu as une carte son de savoir à quoi sert par exemple la lime Phantom, ce que ça signifie, le 48 volts, enfin bon, bref, une enceinte amplifiée, la différence avec une enceinte non amplifiée. Bref, tu l'auras compris, on s'attaque à tout ça, et si t'as pas vu le premier épisode, eh ben, il y a le petit là, et je le mettrai en description. Allez, en avant. Kilohertz, tu l'as sans doute vu si tu as voulu acheter une enceinte. Alors là, je parle pas d'enceinte nomade, tu devrais pas rencontrer ça. Mais encore une fois, du côté professionnel ou semi-pro, tu vas surtout le voir pour ce qui est des enceintes pour du scénique, moins pour le côté studio MAO. Mais c'est possible quand même. Donc en gros, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Ça va montrer la puissance de ton enceinte tout simplement, à savoir que c'est à l'unité. Parce que des fois, les enceintes sont vendues par deux, sauf si c'est précisé, sinon c'est à l'unité. Voilà. En sachant que 1 kHz, c'est 1000 Hz, tout simplement. Ça va te servir à savoir, en général, on s'en sert pour les salles. Selon la taille de la salle ou le nombre de personnes qu'il va y avoir, tu sais si tu vas avoir besoin d'1 kg, 2 kg, 3 kg. Tu as peut-être déjà entendu parler de souffle, c'est-à-dire autant quelqu'un est venu chez toi, vous écoutiez de la musique et il t'a dit mais elle a du souffle ton enceinte. Le souffle, en fait, c'est un bruit de fond constitué de fréquences aiguës, c'est un bruit blanc, ce qu'on appelle. Le souffle, en gros, en général, si ton enceinte en a, c'est que en général, elle a eu un coup. Alors, peut-être pas physique, peut-être que tu as mis le son trop fort ou voilà, elle a eu des dégâts. Les enceintes d'un peu moins bonne qualité peuvent avoir un souffle de base, mais en tout cas, pour un professionnel, le souffle, il faut pas en avoir dans ses enceintes, quoi. Tu sais, c'est un genre de... Voilà, ça, c'est pas bon. Voilà ce que c'est le souffle, c'est pas ton enceinte qui respire. C'est qu'en général, elle a un défaut ou qu'elle a subi des dégâts. Le Larsen, au cas où tu ne saches pas ce que c'est, petit extrait. Forcément, le Larsen, on a tous entendu ça, que ça soit à l'anniversaire du tonton, ou même un concert éventuellement, ou à une kermesse, enfin bon bref, à un moment donné on l'a tous entendu. Si tu as été chanceux, tu étais plutôt assez loin des enceintes, donc c'est génial. Si c'est pas vraiment le cas, tu étais plus genre à côté quoi. Voilà, c'est pas du tout agréable. Le Larsen, c'est quoi? C'est tout simplement quand tu as ton micro, mais que ton micro est penché plus vers l'enceinte que ta bouche en gros. C'est-à-dire que le micro va capter ta voix ou les bruits ambiants qui vont donc aller à l'enceinte normale. L'enceinte va recracher ce qu'elle a capté et ça va retourner dans le micro et ça fait une boucle. Voilà. Alors on dit une boucle infinie, mais en vrai c'est une boucle jusqu'à ce que tu aies une saturation, c'est-à-dire que le son va devenir de plus en plus fort et au bout d'un moment il va saturer. Voilà. On n'attend pas d'arriver à ça en général. Et pour éviter ça, il suffit juste de bien avoir le micro en face de la bouche ou de ne pas être tourné du côté de là où il y a les enceintes. Dans la musique, en tout cas, une mesure sert à mesurer le temps. Voilà, tout simplement, si c'est un 4 temps, un 2 temps, un 3 temps. Je ne parle pas de moto là non plus. Tu te crois drôle, c'est ça? Tu te crois drôle? Mais vraiment, ça te permet de donner le pied, par exemple. Donc la mesure, tout simplement. Le MIDI, j'en ai parlé plusieurs fois.
dans plusieurs vidéos, hein, c'est obligé, de cette interface qu'on utilise en musique, et MIDI qui signifie Musical Instrument Digital Interface. Voilà, le MIDI, en gros, c'est ce qui permet de brancher des claviers, ce qu'on appelle des contrôleurs, à l'ordinateur, et ensuite de pouvoir jouer des notes via des logiciels, des plugins, ce genre de choses. Voilà, c'est magique. Tu branches quelque chose qui n'a rien, hein, c'est vide puisque c'est un contrôleur, tu le branches et tu peux faire énormément de choses. Voilà. Après le MIDI, parlons maintenant du MPE. Le MPE, j'en ai parlé notamment dans la vidéo où je parle du nouveau push qui est sorti. J'en ai peut-être parlé aussi dans d'autres vidéos, mais en gros, c'est une nouvelle norme comme le MIDI, mais elle est beaucoup plus récente en soi, qui signifie MIDI Polyphonic Expression. Donc c'est toujours en lien avec le MIDI, on va dire que c'est une V2 du MIDI même, dans le sens où en fait, avec le MPE, tu vas pouvoir avoir un jeu beaucoup plus large, un choix beaucoup plus large de comment jouer. En gros, avec les pads, tu vas pouvoir appuyer et exercer une certaine pression, et selon la pression que tu exerces, tu auras telle sonorité ou ton instrument va se comporter de telle manière. Tu vas pouvoir faire aussi des slides ou des glissando. Glissando, c'est un peu comme sur une guitare, tu vois. Bah là, tu vas pouvoir le faire sur un pad, par exemple. Ça ajoute donc une expression sur tes contrôleurs beaucoup plus évolué. Alors ça se déploie, hein, on commence à en voir de plus en plus. C'est un peu timide au niveau des plugins, mais ça va venir, surtout que là il y a des gros comme Ableton qui sortent donc le Push 3, et je pense que tout ça va faire que les développeurs vont vraiment totalement s'y mettre puisqu'il va y avoir de la demande, et puis c'est le futur du MIDI hein, finalement, clairement, alors qu'on y est déjà. Si tu fais de la musique, et un peu plus précisément de la musique électronique, peut-être que tu as déjà entendu parler de break, d'être au break, de faire le break. En compo, le break, c'est le temps calme et le plus mélodieux en général de la musique. En gros, ça se réfère au couplet par rapport à d'autres styles de musique comme le chant. Le break, le couplet, c'est la même chose, sauf que selon le style de musique, tu utilises plus un terme ou plus l'autre. Mais ça signifie en gros la même chose. Venons-en maintenant à la deuxième partie de quand tu composes un son. Si je te dis le drop. Le drop, en gros, c'est comme le refrain. C'est la partie qui va se répéter, que tu vas avoir une ou deux fois, voire trois fois dans un morceau. Et c'est le moment le plus énergique. Je pense que le drop, que tu composes de la musique ou pas, tu vois clairement ce que c'est. Drop, c'est sauter, c'est... Voilà, rien que le mot, tu sais que c'est énergique, ça envoie, tu vois. Bah c'est ça, dans la musique électronique, le drop, c'est là où ça tabasse clairement. Voilà, en tout cas, c'est le plus énergique. Autre partie que tu peux retrouver dans un morceau de musique électronique, mais pas que, c'est ce qu'on appelle le pont ou la levée, qui en gros, ça équivaut à un solo dans d'autres styles de musique, même s'il y a des différences. Le pont ou la levée, c'est un moment particulier que tu ne retrouveras pas forcément dans tous les titres que tu vas faire, quoique. Et ça peut être un solo que tu vas faire, ça peut être un moment vraiment à part, propre au morceau. La levée, même si le pont levé c'est foncièrement la même chose, après à toi de voir les termes que tu utilises. La levée, on est plus sur ce qui est avant le drop. Tu vois, le moment où en général tu as les snares et tout ça qui tabassent, et ben c'est ce qu'on appelle la levée. Certains appellent ça aussi le pont. Voilà, c'est ce qui permet de relier donc à la fois le break et le drop, mais c'est surtout ce moment très excitant où il y a tout qui tabasse, qui monte, qui fait monter la température pour envoyer sur le drop. Voilà. Donc on appelle ça le pont ou la levée. L'alimentation fantôme. C'est très bien que j'en parle là puisque la vidéo qui normalement est sortie la semaine dernière, je t'ai fait découvrir le micro statique l'Audio Technica AT2020 et j'avais dit
que justement il est statique et qu'il a besoin d'une alimentation fantôme. Donc l'alimentation fantôme, c'est ta carte son qui va la fournir, ta carte son qui n'a pas besoin d'être branchée en secteur, hein. Ta carte son branchée en USB à un ordi pourra générer cette alim fantôme, c'est du 48 volts. Cette alimentation fantôme permet donc d'alimenter, tu l'auras compris, un micro statique comme la T2020 de Audio-Technica, mais pas seulement. La plupart des micros, ce qu'on dit studio. Après, il faut bien vérifier qu'il soit statique, c'est vraiment très important. C'est donc tu l'actives sur une carte son ou tu le désactives. Attention, pense à chaque fois, moi je te conseille à le désactiver une fois que tu as fini. Tout simplement parce que si tu vas brancher un micro qui n'est pas statique, tu risques de le cramer. Mais tu sais quoi, on voit ça juste tout de suite maintenant. Donc en fait j'ai fait une pierre deux coups puisque je parlais de la lime fantôme, je pense que tu as très bien compris. J'ai sauté direct sur le micro statique, donc je t'ai expliqué que ça avait besoin d'une lime fantôme pour pouvoir fonctionner, donc je pense qu'on est clean. Et maintenant il y a ce qu'on appelle le micro dynamique. Le micro dynamique, c'est le deuxième type de micro qui existe en gros et c'est ce qui est utilisé par exemple sur scène. Alors un micro mythique que tu as peut-être, que tu as sans doute déjà entendu parler, c'est le SM58 de Shure qui est vraiment top. J'en ai un mais je l'ai pas avec moi là. Lui n'a pas besoin d'une alimentation fantôme ou 48 volts. Donc dans ce cas-là, comme je venais de te le dire, il faut pas que ça soit allumé parce que si c'est allumé sur ta carte son, tu risques de le cramer ou bien l'endommager et ça serait dommage quand même. Donc pour récapituler, la lime fantôme c'est pour alimenter des micros statiques. Les micros statiques ne fonctionnent pas s'ils n'ont pas d'alimentation et les micros dynamiques n'ont pas besoin d'alimentation, absolument pas. Enfin, ils fonctionnent sans alimentation. Voilà pour ce deuxième épisode du lexique du producteur. J'espère que la vidéo pourra répondre à certaines de tes questions. N'hésite pas à aller voir le premier épisode où il y a plein d'autres mots. Là, on était vraiment axé plus sur le côté matériel et prod, alors que le premier épisode c'était un peu plus large, on va dire. Et puis s'il y a des mots, s'il y a des termes, si il y a des choses comme ça que tu ne comprends pas, n'hésite pas en commentaire ou via l'Insta, enfin voilà. Et il y aura pourquoi pas un troisième épisode. Il y a tellement à dire qu'il pourrait y avoir bien plus d'épisodes, ça c'est sûr. On se retrouve en attendant la prochaine vidéo sur l'Insta. Pense à t'abonner si tu apprécies le contenu. Et puis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, sois créatif!